Moi, j'ai voulu regarder la réalité en face. C'est cela, oui. Je n'ai jamais eu de compte à l'étranger, ni maintenant, ni avant. Ta gueule! Je ne voulais pas qu'on prenne une photo de moi au petit matin, glauque. Je tiens à dire que c'est un mensonge. Les sbroufs, c'est vous! Du calme, camarade! La République, c'est la fermeté dans l'application de la loi. J'hallucine. Mais je sais pas pourquoi tu t'énerves. C'est que les affaires privées se traitent en privé. Je vais vous faire une confidence. Je me lève le matin et je me couche le soir. Tu fermes ta petite bouche, tu me parles de politique. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de l'Hebdo Politique. Pascal Thévenot, fraîchement élu député, nous reçoit dans sa mairie de Vélizy-Villacoublay. L'Hebdo Politique, Nicolas Kirillovitz. Pascal Thévenot, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 3 juin 1966, vous avez donc 49 ans, vous avez fait vos débuts en politique ici à Vélizy-Villacoublay en devenant conseiller municipal en 1995. En 2008, vous vous engagez aux côtés du maire de l'époque, Joël Loison, et devenez alors maire adjoint chargé de la vie associative et sportive. En mars 2014, vous battez le maire sortant et vous devenez en quelque sorte calife à la place du calife. Il y a quelques jours, vous avez été élu député de la 2e circonscription des Yvelines. Vous succédez à Valérie Pécresse, récemment élue, elle, présidente du Conseil régional d'Île-de-France et dont vous aviez été directeur de campagne lors des élections législatives de 2007 et 2012. Ensemble, nous reviendrons sur votre engagement en politique, votre nouveau mandat de député et l'actualité de votre commune. Mais tout de suite, c'est l'heure du Money Time. L'Hebdo Politique, le Money Time. Le Money Time, c'est une série de questions-réponses assez rapides pour avoir votre point de vue sur l'actualité. François Hollande a finalement renoncé à réunir le Congrès à Versailles pour voter une réforme de la Constitution. Qu'en pensez-vous ? Est-ce, selon vous, un aveu de faiblesse ou une sage décision ? Alors, c'est surtout beaucoup de temps perdu, 4 mois pour rien, sachant que la déchéance de nationalité, il l'avait proposé au Congrès et il y avait unanimité dessus. Après, c'est une majorité qui n'est pas tenue et il a dû du coup reculer. Et puis aujourd'hui, il avait aussi voulu rajouter l'état d'urgence, alors que l'état d'urgence, on est aujourd'hui en état d'urgence, il n'y a pas besoin de changer la Constitution pour ça. Donc je pense que c'est beaucoup de bruit pour pas grand-chose et l'action, on attend plutôt de l'action et nos concitoyens attendent de l'action. Peugeot est de retour dans le vert et son patron Carlos Tavares voit son salaire doubler en 2015 pour dépasser 5 millions d'euros annuels. Vous, ancien entrepreneur, cela vous choque-t-il ou finalement c'est mérité quand son entreprise marche mieux ? Là, c'est plutôt un peu compliqué parce qu'en fait, moi, comme vous le dites, j'étais ancien entrepreneur, mais c'était ma société et c'était mon risque et c'est moi qui avais investi personnellement dans la société avec 2 associés. Là, il est patron, mais avant tout salarié. Donc après, il y a un conseil d'administration, l'État est présent dans ce capital, mais si on prend Renault, l'État a même le pouvoir dans Renault et n'a jamais rien dit sur le salaire de Carlos Ghosn, aussi bien au niveau de Nissan et au niveau de Renault. Donc là, je pense que le débat est déplacé. Par contre, je pense que tout patron doit avoir un salaire en fonction de ses résultats et que le conseil d'administration doit être très vigilant. Un Français sur 5 a déjà lu un livre numérique selon un sondage réalisé par OpinionWay. Et vous, est-ce que vous êtes plutôt livre numérique ou livre papier lorsque vous lisez ? Si vous avez encore le temps de lire maintenant ? Alors, je suis livre papier en dehors des vacances. Par contre, quand je pars en vacances, je télécharge sur ma tablette les différents livres que je veux lire. Vous avez encore le temps de lire, notamment avec peut-être votre nouvelle fonction. Vous avez encore plus de travail qu'auparavant. Ça fait 2 semaines. Je n'ai pas de livre en ce moment. C'est plutôt l'actualité que je lis. Mais par contre, j'aime bien, pendant les vacances, faire une pause et me plonger dans différents livres que je mets sur ma tablette. Après les attentats de Paris et de Bruxelles, faut-il interdire les fan zones lors de l'Euro de football qui doit se dérouler à partir du 10 juin en France, selon vous ? C'est un débat Non, je pense que si on décide de faire l'Euro, il faut le faire bien et normalement et on ne peut pas supprimer les fan zones. Par contre, il faut être vigilant, les encadrer et par contre choisir de manière judicieuse les différents lieux. Et je pense que faire une fan zone sous la Tour Eiffel, là par contre, ça peut être porté à discussion. D'ailleurs, est-ce que selon vous, l'équipe de France va remporter l'Euro de football cet été ? Est-ce que vous êtes J'espère. optimiste sur la question ? Il faut toujours espérer quand on va dans une compétition, quelle qu'elle soit, il faut pour la gagner. Approuvez-vous la hausse du salaire des fonctionnaires décidée récemment par le gouvernement ? Alors, le point d'indice, la hausse du point d'indice de 1,2%, c'est plusieurs milliards, hein, que sur Vélizy. C'est 2,4 milliards, ça va coûter à l'État. Et c'est principalement les collectivités qui vont devoir le payer. Donc aujourd'hui, je pense que la situation est telle au niveau des collectivités qu'on n'a pas les moyens
de pouvoir répondre à ces 2 milliards d'augmentation. Et sachant que c'est aussi un faux débat, puisque si vous regardez, il y a le point d'indice, mais il y a aussi l'évolution normale de tous les fonctionnaires, avec les évolutions de grade, les évolutions d'ancienneté. Et donc les salaires ne sont pas gelés chez les fonctionnaires, mais là, c'est toujours facile, en fait. L'État décide, les collectivités payent. Encore une question, quelle est la personnalité masculine qui a le plus marqué l'histoire de France d'après vous? C'est selon un sondage qui a été réalisé, on va voir si vous avez la même réponse que les sondés. Je dirais, si on prend l'histoire contemporaine, Général de Gaulle. Oui, c'est ça. En premier, le Général de Gaulle. En deuxième, Napoléon Ier. Et en troisième, Louis XIV. L'hebdo politique sur Sensation. Premier thème de cet hebdo politique, Pascal Thévenot, on va forcément parler de votre nouveau mandat. Vous êtes devenu dimanche 20 mars député de la 2e circonscription des Yvelines. Vous avez été élu avec plus de 72% des voix. Cette élection, c'est quelque chose qui, j'imagine, vous rend heureux. Est-ce que c'était un objectif pour vous de devenir un député un jour? Est-ce que vous l'imaginiez? Non, et en tout cas, je ne l'imaginais pas si rapidement. Après, c'est un challenge qu'on ne peut pas refuser, c'est passionnant et je pense que ça complète tout à fait mes fonctions de maire. Et puis, au quotidien, en fait, on se rend compte des problèmes qui sont posés par législation et qu'on a envie de faire évoluer. Donc, travailler, s'engager pour ses citoyens au niveau d'une commune et au niveau de sa circonscription, maintenant pour la France, je pense que c'est passionnant. Vous avez largement devancé Tristan Jacques, le candidat du PS au second tour, dans une élection marquée par une abstention élevée, plus de 70%. Est-ce que ça laisse un goût amer? Est-ce que c'est un peu une demi-victoire finalement, avec autant d'abstention? Ce sont autant légitimes que si on avait été élu avec 80% de participants? Oui, même alors si après, c'est logique, c'est une sur une partielle, le soir du premier tour, j'étais un peu déçu des 30%. Et quand on regarde en fait toutes les analyses de toutes les partielles depuis plus de 20 ans, finalement, on m'a expliqué et j'ai vu que c'était plutôt un bon score. La difficulté d'une partielle, c'est qu'il n'y a pas du tout de retentissement médiatique au niveau national. Et encore le lendemain du premier tour. Nous, on a relayé l'info, à titre. Si on parle de Radio Sensation, on a relayé l'info. La presse locale, mais c'est vrai que je sortais de la préfecture pour déposer ma candidature au second tour et je tombe sur un Vélisien qui me félicite, mais qui venait juste d'apprendre qu'il y avait eu des élections. Donc c'est toute la difficulté. Et non, je pense que c'est une victoire totale qui démontre à la fois 13 ans de travail de Valérie Pécresse, ma personnalité et puis une volonté des Français et de la circonscription de porter un autre message que celui qui est porté actuellement par la majorité. Justement, vous remplacez Valérie Pécresse qui est devenue présidente de la région Île-de-France en décembre 2015. Est-ce que c'est une pression supplémentaire de succéder à quelqu'un de si connu, une ancienne ministre, ou alors c'est positif pour vous et ça vous pousse justement ça vous booste en vous disant je remplace Valérie Pécresse, je peux pas me cacher dans mon coin, il faut que je bosse? Alors ma nature, elle n'est pas à me cacher et plutôt à travailler. Par contre oui, c'est un gros challenge, pas parce qu'elle est connue, mais parce qu'elle a eu beaucoup de travail, elle a eu beaucoup de résultats. Et du coup oui, c'est plutôt un challenge important à relever, mais que je suis prêt à relever le défi. D'ailleurs, est-ce qu'elle vous aide dans vos premiers pas? Est-ce qu'elle vous conseille? Est-ce qu'elle vous dit voilà, ça se passe ainsi, il faut plutôt faire ceci, attention à cela? Non, parce qu'en fait, sa charge est aussi très lourde. Ouais. Et aujourd'hui, elle est en train de préparer un budget. Et puis, c'est son premier jour, donc là, beaucoup de choses ont déjà été faites. Donc non, par contre, oui, on échange régulièrement sur différents sujets. Alors, on est plus de 10 jours après votre élection. Est-ce que ça y est, vous êtes bien dans votre costume de député, ou alors vous avez encore du mal à vous en rendre compte? Ah non, ne serait-ce qu'avec les sujets déjà sur la loi du travail, sur des chances de la sécurité. Donc là, non, dès le mardi... Vous étiez à l'Assemblée nationale. J'étais à l'Assemblée nationale, j'ai posé ma première question et à partir de ce moment-là, on prend conscience de la charge qu'on a sur les épaules. C'est un peu la routine, on va dire, quand un député est fraîchement élu, il prend la parole devant l'hémicycle. Ça a été un moment, j'imagine, de stress peut-être pour vous, le cœur battant face à cet hémicycle mythique. Vous êtes au cœur on va dire, des institutions de la République française. Oui, c'est le moment fort au niveau de l'émotion où là, vous avez préparé une question la veille, vous la posez. En plus, c'était dans un contexte un peu particulier, les attentats à Bruxelles. Donc, une séance qui commence par une minute de silence, qui donc
amène un poids supplémentaire, et c'est à ce moment-là que vous vous rendez compte que finalement, ça y est, vous êtes parti et que vous êtes là pour améliorer le quotidien des Français. Votre première question était donc pour la ministre du Travail, Myriam El Khomri. Vous avez évoqué le projet de réforme du Code du travail, un sujet au cœur de l'actualité, et vous avez plus ou moins critiqué les retouches apportées à ce projet par le gouvernement. Selon vous, l'exécutif n'aurait pas dû écouter la colère des salariés, des syndicats, des jeunes qui ont manifesté ces dernières semaines, leurs craintes sur le projet qui a été porté par Myriam El Khomri, selon vous? C'était pour moi cette loi du travail plutôt un bon élan, un bon signal qui était donné à toutes les entreprises, notamment les PME, puisque aujourd'hui le problème n'est pas tant de savoir comment on licencie, mais c'est tant de savoir comment on peut offrir un emploi à tous les jeunes, un emploi à tous les chercheurs d'emploi. Et cette loi allait à peu près dans le bon sens, puisqu'elle donnait confiance, et c'est beaucoup, il y a une sensibilité, hein, c'est pas obligatoirement un manque de travail, c'est simplement qu'une PME a peur aujourd'hui d'embaucher, de répondre à un nouvel appel d'offres, de répondre à une nouvelle commande, parce que le lendemain peut être compliqué, et du coup les contraintes qui sont données à une rupture de contrat sont compliquées, donc elle préfère ne pas répondre à une commande. Et quand vous dites ne pas écouter les salariés, ne pas écouter la jeunesse, en fait, si on regarde bien, la mobilisation n'est pas si importante que ça. Et moi, dans toute ma campagne, j'ai jamais rencontré une personne qui me disait c'est scandaleux, les gens me demandaient plutôt faites en sorte que nos enfants aient du travail. Et la jeunesse, avant toute chose, elle demande à avoir accès à l'emploi. Donc c'est plutôt un recul, mais c'est ce qui m'a le plus surpris quand je suis arrivé à l'Assemblée nationale. C'est finalement le poids des frondeurs et le décalage entre la majorité représentée par ses élus et les Français, en fait. Je pense que vous l'avez senti ça directement, le décalage qu'il peut y avoir entre des personnes qui sont dans un palais plutôt doré et puis les gens de tous les jours qui sont au travail, qui se lèvent le matin. Tout le monde se lève le matin évidemment, mais pour aller au travail tous les jours, à l'usine. Là, tous ceux qui se lèvent contre cette loi sont complètement déconnectés de la réalité. J'ai eu l'impression de considérer que le travail était la nation de l'homme par l'homme, quoi. Et on est quand même 50 ans en arrière, là. Quelle est justement, vous qui êtes un ancien entrepreneur, quelle est la priorité aujourd'hui si vous aviez le pouvoir de mettre en place une mesure pour cette réforme du Code du travail, laquelle serait-elle ? Là, je pense qu'il y avait des choses qui allaient dans le bon sens, hein. Mais c'est avant toute mesure, c'est faire comprendre aux entreprises qu'on ne va pas changer la loi tous les jours, qu'il y a une vision sur le long terme, parce que quel que soit le gouvernement, les propositions vont jamais obligatoirement dans le sens que l'on souhaite. Par contre, ce qu'on attend en tant que chef d'entreprise, c'est d'avoir une vision et de pouvoir du coup anticiper, s'adapter pour générer de la croissance. Et là, la mesure en fait qui permettait d'avoir des négociations au sein même de l'entreprise par du référendum, c'est ce qui se fait aujourd'hui, hein, déjà dans les entreprises. Par contre, c'est plus ou moins encadré. Et là, je pense que si on laisse les entreprises développer leur croissance, c'est ce qu'elles demandent. L'élu n'est pas là pour se mêler du fonctionnement de l'entreprise, il est là pour développer un écosystème qui fasse que les entreprises puissent se développer, donc notre rôle, ça devrait être l'écosystème, l'environnement, travailler sur le logement, sur les transports, mais laisser les entreprises sur une vision long terme. Ça veut dire qu'aujourd'hui, la réforme du Code du travail, telle qu'elle, vous ne la votez pas ? S'il y avait un vote demain à l'Assemblée nationale, si on en reste ainsi, vous voterez contre ? J'avais eu la question pendant ma campagne électorale au début, et j'étais le seul d'ailleurs sur les 9 candidats à dire oui, moi, cette loi, dans l'État, je la vote. Là aujourd'hui, non seulement je la vote pas, mais je vais me la combattre, puisque on arrive d'une loi qui devait donner confiance aux entrepreneurs et qui finalement, non seulement ne leur donne plus confiance, mais rajoute des contraintes que même le gouvernement n'avait pas imaginé au départ. Maintenant, vous ne pouvez plus, si on reprend le texte actuellement en V2, pouvoir négocier dans une petite entreprise directement avec vos salariés. Il faut que ça soit une personne qui soit mandatée par un syndicat. Alors là, vous êtes sûr que la négociation, elle n'existera plus, puisque vous avez aujourd'hui plus de 95% des entreprises qui n'ont pas de représentation syndicale, mais qui ont un dialogue quotidien avec leurs salariés, puisque c'est au plus près du terrain et que les salariés ont, comme l'entreprise, qu'une envie, c'est de voir leur entreprise se développer pour leur fierté, pour dégager de la ressource, des salaires, des augmentations et du travail tout simplement. Donc là, rien que cette mesure, en fait, là on passe d'une loi qui allait dans le bon sens, qui donnait confiance,
a finalement une loi qui va au sens inverse et qui rajoute des contraintes pour les petites entreprises. Donc là, c'est le chômage assuré. Jusqu'en juin 2017, les prochaines élections législatives, sur quelle thématique vous allez travailler en tant que député ? Qu'est-ce qui vous intéresse, vous, les sujets ? Alors j'imagine sans rapport avec le monde de l'entreprise, puisque vous en venez, peut-être d'autres thématiques ? Voilà, le sujet, de toute façon, qui intéresse les Français, c'est retrouver une économie, et souvent l'incompréhension vient du fait qu'on voit tous les pays redémarrer, que ce soit l'Espagne, même l'Italie, voire l'Allemagne, l'Angleterre. Mais donc là, c'est de faire en sorte qu'on ne soit pas à la traîne, mais qu'on mette enfin en place les mesures qui permettent de se retrouver avec une croissance, avec de l'emploi dans notre pays, et c'est, je pense, la priorité des priorités, et ça doit être transpartisan. Et aujourd'hui, tout ce qu'on pourra faire avancer et tout ce que le gouvernement proposera, comme la loi El Khomri V1, je suis prêt à porter, à la voter. Alors vous avez été élu, c'est une législative partielle, un peu plus d'un an avant les prochaines élections. Est-ce que finalement ce premier mandat, pour vous, en qualité de député, c'est un peu une période d'essai ? Est-ce que vous le prenez comme ça ? Non, c'est peut-être exagéré, c'est peut-être. Tout, en fait, je le prends comme. En fait, c'est une partielle, donc du coup, j'ai pas vraiment le temps de m'adapter. Il faut que je sois directement compétitif dans le sujet, et donc là, je suis en train de constituer mon équipe. Mais le but, c'est d'être opérationnel tout de suite, et au contraire, de profiter pleinement de cette année pour être encore plus performant la prochaine fois. Évidemment, vous allez vous représenter en juin 2017. Ah oui, c'est la logique. Oui, c'est la logique, et puis je m'investis pas pour un an. Mais vous ne pourrez plus du coup être maire et député selon la loi sur le cumul des mandats. Vous devrez faire un choix. Du coup, ça sera député. Selon la loi actuelle, sachant que... Là, vous espérez un retour au pouvoir de la droite qui revienne sur cette loi-là, alors ? Un retour au pouvoir de la droite, voire c'est même transpartisan. Quand vous regardez aujourd'hui, plus de 70% des parlementaires ont un mandat local. Là, une exception française en Europe, il y a beaucoup d'élus locaux aussi en Europe qui ont d'autres mandats, mais autant c'est uniquement la France. C'est pas gênant selon vous ? On a une organisation territoriale qui est aussi un peu différente des autres pays, et si vous regardez là, il y a eu 3 partiels, ce sont 3 maires. Et je pense que c'est pas la seule loi, mais c'est une loi partisane qui a eu lieu à l'époque où il tenait encore sa majorité, et le président a voulu faire surtout un coup de communication. Mais le député hors sol, pour moi, c'est pas un service à rendre à la France. Et la vraie vie, en fait, elle est sur le terrain. On se rend compte des absurdités ou des évolutions de notre législation à mener sur le terrain. Et si je regarde bien, les Vélysiens étaient plutôt fiers d'avoir un député maire, et la seule question qu'on me posait, c'est vous restez maire. Et si j'ai eu tous les élus locaux, tous les maires qui m'ont soutenu, tous les conseillers régionaux, conseillers départementaux, c'est aussi parce que je suis proche du terrain et parce que je suis un élu local. Donc mais là, si jamais vous ne pouvez pas rester maire et député, si la loi reste telle qu'elle, est-ce que vous pensez déjà à votre succession à Vélizy, ou c'est forcément une réflexion que vous devez mener quelque part ? Non, du tout, même avec mon équipe, et je pars du principe que le sujet, c'est d'obtenir la révision de ce non-cumul. Et pour moi, la vraie révision du non-cumul, c'est d'autoriser un mandat local, un mandat national, voire 2 mandats locaux, et d'arrêter aussi, parce qu'aujourd'hui, en tant que maire, je peux avoir tous les mandats que je veux. Donc ça, c'est la vraie solution, c'est ça. Et surtout pas avoir de députés hors sol. Et quand vous regardez, la plupart des députés hors sol, ils sont parachutés, loin de leur base. Et la vraie vie, elle n'est pas qu'au Palais des Baux. Une ou 2 questions encore sur le parti Les Républicains. Votre parti va connaître des primaires, les premières de son histoire d'ici quelques mois. Beaucoup de candidats sont déjà déclarés, plus d'une dizaine. Pour l'instant, Alain Juppé fait figure de favori face aux autres ténors que sont Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire ou François Fillon. Quel est votre candidat à vous ? Votre favori à vous ? Moi, mon favori à moi... Vous avez tweeté récemment un article du Parisien qui soulignait que les élus locaux étaient favorables à une élection d'Alain Juppé comme candidat pour la droite. Ça veut dire que c'est un signe. Vous aussi, vous êtes favorable à la victoire d'Alain Juppé ? Vous êtes pas aller au fond du sujet, puisqu'il y avait un petit détail qui peut-être vous a... Alors j'ai lu l'article, mais alors j'ai pas vu ce détail. Alors c'est clair qu'aujourd'hui, on a besoin d'une personne
qui rassure les Français, qui leur donne confiance. Mais alors, je prendrais l'expression un peu rapide qui renverse la table, puisque aujourd'hui la France est vraiment en difficulté. Dans un an, je pense que ça sera encore pire. Donc on n'aura pas 5 ans pour redresser le pays. Quand on parle de 100 jours, c'est pas simplement un slogan. Et je pense qu'aujourd'hui, il faut quelqu'un de courageux qui ait envie de dire la vérité aux Français, de mener les réformes, même si elles ne sont pas obligatoirement faciles. Et aujourd'hui, je pense que celui qui est prêt à faire ça, c'est François Fillon. Pascal Thévenot, je vous propose de faire une pause musicale et on revient dans quelques minutes pour parler de votre ville, Vélizy-Villacoublay. L'hebdo politique sur Sensation. De retour dans l'hebdo politique en compagnie de Pascal Thévenot, le député maire Les Républicains de Vélizy-Villacoublay. Vous avez été élu en mars 2014, cela fait donc tout juste 2 ans que vous êtes à la tête de la mairie ici. 2 ans, c'est assez pour faire un premier bilan, assez de recul pour faire un premier bilan. Quel bilan vous tirez, vous, à titre personnel, de vos 2 années de mandat ? Un bilan plutôt positif, qui s'est confirmé dans les urnes pendant les législatives, puisque j'ai fait plus de 74% sur Vélizy, et avec 9 candidats. Notre première ambition, c'était de retrouver une ville apaisée. Ça, c'est ce qu'on a réussi à faire rapidement. Maintenant, les gens, il n'y a plus de tension, sont plutôt apaisés et ont plutôt confiance dans l'avenir, avec donc retrouver aussi des projets qui respectent les équilibres de Vélizy et le cadre de vie. Et le premier projet emblématique qui a été mené, c'est la révision totale du projet Louvois, donc une grosse rénovation urbaine. Et l'arrêt aussi de certains programmes qui voulaient urbaniser une partie pavillonnaire du village. Donc là, c'est ce que l'on voit aujourd'hui en réalisation, et d'arrêter tout ce qui était barres d'immeubles style années 70. Et donc là, je pense qu'on a réussi, et qu'on arrive même dans toutes les réunions publiques, même quand on parle d'urbanisme, quand on parle de services, à des réunions où il y a toujours 400, 500 personnes, mais dans un dialogue, dans un débat. Et je pense que ça a été notre première victoire. On va parler du projet Louvois. Avant cela, être candidat, c'est une chose, être aux commandes, c'en est une autre. Est-ce que vous vous êtes rendu compte finalement que c'était peut-être difficile de gérer une mairie, qu'il y avait peut-être des difficultés administratives, faire bouger les choses ? Est-ce que c'est dur d'être maire en 2016 aujourd'hui ? Non, c'est beaucoup de temps, mais j'ai jamais eu peur du travail et je suis passionné. Après, ça se gère comme une entreprise, et à partir du moment où vous avez un patron qui mène, qui transmet son dynamisme, qui responsabilise sa hiérarchie, aujourd'hui, ceux qui voulaient pas fonctionner dans cet esprit sont partis, et j'ai une équipe totale de 600 personnes qui poussent les projets, qui sont force de proposition. Et finalement, c'est qu'une question de volonté, mais j'ai l'impression de gérer la ville comme je gérais mon entreprise. Et puis, vous avez de quoi travailler à Vélizy avec un sujet qui est sur la table depuis de nombreuses années. C'est le quartier Louvois. Alors, dans les grandes lignes, pour ceux qui ne connaissent pas ce projet, c'est refaçonner un vieux quartier des années 70 de la ville pour le moderniser et le rendre plus dynamique avec de nouveaux logements, de nouveaux commerces. En fait, c'est le quartier qui n'a pas été réussi sur Vélizy. C'est une dalle en fait, qu'on pouvait avoir, où on séparait les parties piétonnes des voitures. Et donc là, c'est supprimer 20 mm de dalle en retrouvant le sol naturel. Donc là, on perce des avenues, on déplace les commerces, on profite de la station du tram, on développe aussi des services de proximité, un gymnase et beaucoup de paysages. Donc là, on fait rentrer la forêt dans le quartier, et ça va être le projet emblématique qui doit marquer votre mandature. Marquer au moins cette première mandature. Les travaux ont débuté l'été dernier. Problème, ils ont dû être stoppés à cause d'un recours, le recours d'un habitant. Où en est-on concrètement ? Est-ce que la ville est engagée aujourd'hui dans un bras de fer judiciaire ? Alors en fait, ils n'ont pas été arrêtés, parce que les travaux, du coup, on était en phase de démolation. Ouais. Donc là, la démolition, c'est de la première partie de la dalle, oui, c'est terminé fin d'année 2015. Après, il y avait encore quelques opérations d'études à faire, et les travaux devaient démarrer en avril. Donc là, avec le recours dont vous parlez, on a perdu un mois,
puisque c'est une personne qui a voulu profiter un peu de la situation pour porter un recours et essayer toucher un chèque, d'avoir des indemnités, parce qu'en fait, là, c'est aussi peut-être une législation qu'il va falloir changer quand il y a abus de procédure. Là, la personne, savait qu'en faisant un recours, 80% des logements avaient été vendus, avec des promesses de vente, mais il y avait impossibilité de passer devant le notaire, donc là, ça posait un problème sur le promoteur. Et puis, si on voulait aller en bout de procédure, il y en avait pour 1 an et demi. Donc, là, on aurait été repoussé d'1 an et demi, c'est ça ? Là, voilà. Il fallait attendre que ça passe. Les travaux vont alors que là, finalement, il y a eu un accord entre l'opérateur et cet habitant, et du coup maintenant les travaux vont pouvoir reprendre normalement au mois de mai. Dans quelle phase ça va être la prochaine phase? Quelle est-elle? C'est celle on commence à bâtir, à construire? Donc là actuellement on dévoie encore des réseaux, et la prochaine phase maintenant avec une première pierre qui est prévue pour l'instant fin mai, et donc là ça va être la réalisation, la construction des 3 premiers bâtiments. Il y aura combien de nouveaux logements? 70, je crois. Donc là, dans cette première phase, il y a 70 logements, il y a une quinzaine de commerces, il y a un centre médical. Après, vous allez avoir une crèche, et puis il y a surtout toute une avenue qu'on va créer. Ça sera dans un deuxième temps, ça? Il y a 2 phases, c'est ça? On déplace. Il y a 4 phases en fait, puisqu'en fait, la difficulté, c'est en zone occupée. Donc il faut d'abord qu'on construise les nouveaux commerces pour les déplacer, et on ne pourra déconstruire les commerces actuels que quand ils seront déplacés. Et de la même manière, il y avait aussi une crèche qu'on a déplacée. On vient de livrer une nouvelle crèche pour déplacer les enfants et pouvoir continuer les travaux. Donc là, c'est la première phase, ça va être une livraison début 2018, et ensuite on en a jusqu'en 2020. Jusqu'en 2020. C'est un projet qui aujourd'hui est entièrement financé, ça coûte cher à la mairie. Est-ce que ça a des coûts supplémentaires? On sait que souvent ces grands projets-là, plus les travaux avancent et plus ça coûte cher, ça dépasse l'enveloppe initiale. Est-ce que c'est le cas aujourd'hui? Aujourd'hui non, j'espère que ça ne le sera pas, on est très vigilant là-dessus. Après, étant donné qu'on a revu aussi la qualité des logements, on a augmenté les droits à construire. Donc, ce qui fait des ressources supplémentaires pour la ville. Et je pense qu'on va pouvoir continuer, puisque comme je vous le disais, là on n'a pas encore commencé à construire et 80% des logements sont déjà vendus. Donc ce qui veut dire qu'il y a une forte demande et qu'on va dans le bon sens. Mais oui, c'est un investissement important pour la ville, puisque ça va nous coûter plus d'une 30aine de millions. Autre projet qui fait l'actualité dans votre commune, c'est celui d'un téléphérique long de 6 km. Il doit relier Boulogne dans le 92 à votre commune, dans le but de soulager le trafic sur la N118. Où en est-on également? On est à l'état de projet, ou alors c'est quelque chose qui est arrêté? Je crois que vous avez proposé, la ville a proposé un nouveau tracé. En fait, la ville a mené les études en 2015 sur différents tracés, sur différentes études de faisabilité. Et il y a eu 6 tracés qui ont été étudiés. Il y en a un qui est plus pertinent, qui est retenu. Donc là, en fait, on a défini le type de cabine, le type de technologie en tricable, ce qui permettrait d'avoir des cabines de 35 personnes. Et pour que tout le monde puisse s'imaginer, ce sera comme au ski finalement. On aura des pylônes et puis des cabines qui vont traverser comme ça les villes. Oui, c'est un peu ça. Alors c'est comme au ski, où c'est aussi ce qui se fait à New York, à Medellín. En fait, en France, on commence à s'y mettre, puisque vous avez le projet le plus avancé qui ressemble un peu à la même technologie et qui est en appel d'offres aujourd'hui, c'est à Toulouse. Donc qui sera livré avant le nôtre. Donc là, nous, on a cette première phase qui a été faite, et puis mettre le pont de Sèvres côté Boulogne à Vélizy en 17 minutes, c'est attendu par tous les salariés. Puis ça permettra aussi de desservir ensuite Paris-Saclay, puisque vous avez l'axe Paris intramuros Saclay qui doit être aussi développé. Donc là, c'est un projet très structurant, et aujourd'hui, tout le monde connaît que la 118 totalement saturée. C'est votre idée initialement? C'est un projet que oui, vous portez personnellement? C'était une idée, en fait. J'avais lancé ça il y a un peu plus d'1 an. Et finalement, ça s'est emballé, puisque les opérateurs, les entreprises sont partantes. Là, il y a la région aussi, et Valérie Pécresse qui avait porté ce projet pendant sa campagne. Point, du coup. Donc oui, parce qu'en fait, c'est un projet très structurant pour l'Île-de-France, qui a les transports en charge. Et aujourd'hui, personne n'imagine supprimer une voie de la 118 pour mettre un site propre. Donc là, vous avez la possibilité d'aller jusqu'à 8000 passagers heure.
Donc ce qui permettrait à la fois de désengorger Vélizy, de développer Vélizy et de développer Paris-Saclay. Le projet Louvois, c'est Horizon 2020. Le téléphérique, c'est Horizon 2020 également. Le téléphérique, il faut les arbitrages budgétaires qu'on espère l'année prochaine. Il y a différents financements aussi privés qui peuvent être intéressants, qui nous sont proposés. Donc il y a encore une année d'études et puis une déclaration d'utilité publique. Donc il faut compter 1 an et après il y a 2 ans de travaux. Donc on peut imaginer que si tout se passe bien, ça soit aussi une échéance 2020. Vous parlez de financement. La presse évoque parfois 40 millions d'euros, coût du projet, d'autres fois 100 millions d'euros. Il y a quand même une large différence entre les deux. Où se situe la vérité ? Est-ce que ça va coûter de l'argent à Vélizy par exemple ? Alors de l'argent à Vélizy, non, puisqu'en fait c'est pas dans notre compétence. Après, quand les 2 chiffres qui ont été cités sont pas obligatoirement faux. Il y avait 2 options, c'était, ça rentrait vraiment dans la technique, soit une cabine de 10, mais qui avait une capacité de 2600 personnes heure, et donc c'est à peu près ce qu'on a déjà aujourd'hui. Là, c'était le projet de 40 millions d'euros. Voilà, ça c'est le projet de 40 millions. Après, si avec Paris-Saclay et le développement, et quand vous investissez dans un équipement comme celui-ci, c'est pour aller plutôt sur l'avenir et pas être saturé le jour de son lancement. Donc là, les 100 millions, c'est parce qu'en fait, vous passez à une cabine de 35 et avec 8000 passagers. Donc là, c'est pour ça que l'infrastructure est donc différente, ça devient du tricable. Et vous avez un peu plus de génie civil, mais avec un réel transport en commun qui pourra se développer sur l'avenir. Dernier sujet d'actualité pour Vélizy-Villacoublay. La ville a rejoint le 1er janvier 2016 la communauté d'agglomération de Versailles Grand Parc. Comment se passe cette intégration tout simplement ? Est-ce que vous êtes un fan déjà des intercos ? Est-ce que c'est un échelon dont vous trouvez une utilité importante, ou alors c'est un échelon en plus et qui vous prive de certains pouvoirs en qualité de maire ? Non, qui ne me prive pas de certains pouvoirs, puisqu'en fait, ça s'est très bien passé. Hein. J'étais déjà intégré dans le bureau de manière informelle depuis 1 an et demi. Donc les projets sont menés ensemble, il y a une collégialité et puis une bonne entente entre tous les élus, mais comme on avait avec GPSO, hein, ça se passe à partir du moment où c'est une volonté de projet menée par les maires et les élus, ça se passe en général bien. Maintenant, là, ça permet à Vélizy d'apporter sa pierre et son dynamisme pour le développement économique de Versailles Grand Parc, qui a de gros enjeux avec Paris-Saclay, avec Buc, avec Rocancourt, avec Toussus, plus la ligne 18, donc ça reste un beau projet de territoire. Vous l'avez dit, Vélizy apporte, on va dire, sa manne financière, ses entreprises à l'agglomération, mais qu'est-ce que vous apporte, vous, l'agglomération, concrètement ? Alors nous, on apporte nos entreprises, mais si Vélizy veut se développer au niveau économique, il faut qu'on soit dans un environnement qui soit dynamique, puisque une entreprise ne raisonne pas en territoire administratif, elle raisonne en bassin économique. Donc plus l'environnement de Vélizy sera développé et puissant au niveau économique, plus Vélizy aura sa place. Après, ce que ça nous apporte directement, c'est surtout en termes de transport, puisque Vélizy est vraiment porté sur le bassin de Versailles Grand Parc, hein, avec tous nos lycéens qui vont sur Versailles, les grandes gares aussi qui sont sur Versailles. Et aujourd'hui, on va voir avec l'arrivée du tramway sur Viroflay, une refonte totale des lignes de transport en commun et qui sont notamment portées par Versailles Grand Parc. Donc Versailles Grand Parc nous apporte pas mal de choses au niveau d'une cohérence et de l'amélioration de nos transports. Dans Versailles Grand Parc, on entend évidemment Versailles. Est-ce que c'est difficile d'exister dans une interco où il y a une ville comme Versailles ? La ville la plus importante en termes d'habitants, en termes de sièges au sein de l'Interco. Non. C'est Versailles et les autres villes qui suivent, ou alors c'est une vraie... non, du tout. Une vraie coopération ça se passe sur une vraie coopération, une vraie entente entre nous. Et à la rigueur, ça apporte, même pour le développement économique au niveau international, quand vous parlez de Versailles, tout le monde connaît. Donc c'est plutôt une marque porteuse qu'un déficit d'image. L'hebdo politique, Nicolas Kirillovitz. Pascal Thévenot, c'est la fin de cet hebdo politique. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes le député maire Les Républicains de Vélizy-Villacoublay. Vous pouvez retrouver cette émission podcast, audio et vidéo sur radiosensation.fr. Bonne soirée et bonne semaine à tous à l'écoute de Sensation Yvelines. Merci. Merci. L'hebdo politique sur Sensation.